Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Les matins également sur Espace TV. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites. Évidemment, Inspecteur Colombo avec cette enquête exclusive, mon cher Moussa. Oui. On t'écoute. Et donc, lorsque le nommé le Kidam va venir avec l'enveloppe, parce que le nom, il se fait appeler également Mamadi Kaba, mais il n'est pas Mamadi Kaba, Oui. c'est plutôt c'est un camarade, en fait. Ouais. Voilà, donc ça tombe d'ailleurs bien. Et donc, c'est lui qui viendra avec cette enveloppe au niveau de la station, au niveau du centre commercial de Lambagny. Mais à l'intérieur de l'enveloppe, une erreur, c'était pas $30,000, mais $40,000. Donc, le compte-rendu va être donc fait au coordinateur général adjoint des BAC, qui va donc demander à l'équipe qui était derrière de le rejoindre au niveau donc de la BAC 6 qui est en face de l'ambassade des États-Unis. Parce qu'au niveau de la BAC 6, arrivé là-bas, le véhicule 4x4 Prado dans lequel ils étaient, ce véhicule, les freins vont coller. Donc il y avait des grincements et ça va faire beaucoup de bruit. Donc ils vont profiter, garer le véhicule 4x4 Prado de Issa Kaba, ce véhicule appartenant donc à Issa Kaba, et toute l'équipe va monter donc à bord du véhicule du coordinateur général adjoint des BAC, direction le ministère de la Sécurité. Arrivé au ministère de la Sécurité, l'adjoint donc va faire le compte rendu à son coordinateur général dans son bureau devant Issa Kaba avant de parler des $30,000. C'est-à-dire des 30 000 parce qu'entre-temps, il y a 10 000 qui ont disparu. $10,000. C'est-à-dire que devant Issa, quand Incroyable. les 40 000 vont venir, Ouais. ils vont soutirer 10 000 dedans et ils vont refermer l'enveloppe avec $30,000 à l'intérieur. Donc le compte rendu qui sera fait au coordinateur général des BAC, Ouais. c'est $30,000. Ok. Issa Kaba connaissait le véritable montant, mais il ne va pas broncher. Ouais. Il va se taire et c'est comme ça que le compte rendu sera fait donc au coordinateur général des BAC au ministère de la Sécurité. Donc ensuite, le nommé Issa Kaba va être déposé par le coordinateur général adjoint des BAC et son adjoint au commissariat central de police de Bessia. Le lendemain, ayant reçu donc des instructions qui seront données au commandant de la BAC 10, le commandant donc de la BAC 10 va être enjoint de restituer à Issa Kaba son véhicule 4x4 Prado qu'ils avaient donc garé du côté de la BAC 6 en face de l'ambassade des États-Unis. Donc, lors de l'audition, ces instructions, parce que quelqu'un quand même qui a été pris dans une maison où vous avez saisi une importante quantité de cocaïne, son véhicule, ça fait partie quand même des objets à garder. Ouais. Ça fait partie des scellés et ça devait partir du côté du ministère de la Sécurité. Et quand du ministère de la Justice, et quand on leur demande au cours de l'audition qui a donné des instructions pour libérer Issa Kaba et le blanc et puis donner le véhicule, et chacun se renvoie un peu la balle. Alors, Mamadi Kaba, il est en prison. Ouais. Lui également, il a été entendu. Ouais. Il est fonctionnaire au ministère des Sports. Il a fait valoir son talent en basketball professionnel aux États-Unis, mais aussi en Europe, notamment du côté de la France. C'est un monsieur connu dans le milieu de ce sport. Il est allé de lui-même se présenter à la DPJ lorsqu'il lui a été demandé de venir. Il n'a pas pris la fuite, contrairement à Issa Kaba. Lorsqu'il a été donc demandé de venir, il n'a pas pris la fuite, il s'est rendu lui-même. Donc, contrairement à Issa Kaba et aux deux expatriés, il a déclaré avoir loué la villa de Nongo par l'intermédiaire de son jeune frère Issa Kaba, qu'il a donc fait occuper les lieux par son jeune frère Issa Kaba et deux expatriés blancs de nationalité serbo-espagnole. Vous savez, sur les nationalités de ces expatriés, ça ne fait qu'augmenter. Mexique, Serbe, Monténégro. Donc, on ne sait pas qui ils sont réellement.
Donc, il a déclaré qu'il a loué cette villa par l'intermédiaire de son jeune frère Issa Kaba, qu'il a donc fait occuper les lieux par son jeune frère et 2 expatriés de blancs de nationalité serbo-espagnole qu'il a rencontrés en Europe par le biais d'un certain Alain Sommier. Alain Sommier qui est de nationalité française, résident du côté de Paris, qu'il a fait par la suite venir ces 2 expatriés en Guinée dans le cadre de l'installation d'une société de pêche industrielle. Il s'était d'ailleurs engagé à leur trouver une licence de pêche. Après, on parlera du contenu des objets qu'ils ont trouvés dans cette villa-là. Alors, il aurait rajouté que son jeune frère, Issa Kaba, lui a rapporté que la saisie dans la villa porterait sur 21 sacs de drogue, contenant chacun 25 plaquettes, ce qui fait 525 plaquettes, et qu'une fois à leur base, les agents de la BAC 10 auraient débarqué 16 sacs en laissant 5 sacs dans leur pick-up. Contrairement à la version des agents de la BAC qui ont dit avoir subtilisé 3 sacs. Donc, lui, il rapporte que son frère l'a informé qu'il s'agissait plutôt de 21 sacs et qu'ils ont débarqué 16 sacs. Ils ont donc laissé 5 sacs dans leur pick-up. Il a rajouté que les $3,000 et les négociations engagées par son frère pour la marchandise saisie tournaient autour de $100,000. Mamadi Kaba donc indique également que le bateau qu'il a acheté, il l'a acheté à 180 000 € et que les fonds proviennent des économies qu'il a effectuées alors qu'il était basketteur professionnel aux États-Unis et en France. Voilà donc pour la version de fait de Mamadi Kaba qui a été l'un des premiers arrêtés depuis et qui se trouve du côté de la maison centrale. En entamant ce récit, j'ai parlé d'un agent bénévole qui était dans la mission du commandant de la BAC 10. Donc la mission qui s'est rendue le premier jour dans la villa de Nongo. L'agent bénévole, dans une mission aussi sensible, stratégique, d'ailleurs, la présence de cet agent est une violation des procédures. C'est interdit. Le directeur général de la police nationale et le ministère d'ailleurs de la sécurité, ils ont fait beaucoup de communication là-dessus pour dire que dans les opérations portant donc sur ce genre de terrain, il est formellement interdit d'avoir dans ses rangs des agents appelés bénévoles. Alors que c'est cet agent bénévole qui était au volant du véhicule du commandant. En fait. Alors, lorsqu'ils sont passés aux auditions, à la place de cet agent bénévole, le commandant a fait intervenir un autre agent, cette fois-ci qui n'est pas bénévole, histoire de masquer un peu la présence de cet agent bénévole. Mais ça a été su plus tard. L'arrestation de Issa Kaba a retenu que Issa Kaba a donc pris la fuite lorsqu'on lui a rendu son véhicule et qu'il a compris qu'il y avait une contre-enquête, donc la mise en place de la commission rogatoire et tout, parce qu'eux, ils pensaient que la négociation allait prospérer, ils allaient payer les $100,000 et récupérer la marchandise, mais ils se sont rendus compte que les choses se compliquaient. Donc, il va voir venir des problèmes, il va donc prendre la fuite, lui et les 2 agents, les 2 expatriés. Les 2 expatriés, jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore, en tout cas, ça n'a pas encore été exhibé, les passeports de ces 2 expatriés. On a des photocopies, mais on n'a pas les passeports. Ce qui est extraordinaire. Qui a donc remis à ces expatriés-là leur passeport? Je pense que ce sont des questions qui sont importantes auxquelles il va falloir quand même répondre. Parce que si vous avez des copies, vous n'avez pas les passeports originaux, ça veut dire que quelque chose s'est passé. Vous avez photocopié, donc vous avez remis ces passeports-là. Donc qui l'a fait? Il faudrait donc répondre à cette question. Et Issa Kaba, comment les 2 expatriés ont pu quitter le pays? Par l'intermédiaire de qui? Par la complicité de qui? Je pense que les informations qui vont être données dans les jours à venir permettront donc de répondre à cette question-là. Donc, Issa Kaba va quitter le pays. Il va d'abord aller à Cancan. Mais avant d'arriver à Cancan, il va appeler l'une de ses sœurs qui va lui dire j'arrive à Cancan. La sœur. Celle qui a été arrêtée. Exactement. Exactement. Donc, il va arriver là. Elle a été interpellée. Elle a été entendue. Elle dit que son frère l'a appelé simplement pour lui dire qu'il arrive à Cancan. Il n'a pas donné de détails. Je comprends mieux. Donc, elle n'a absolument rien à voir dedans. Mais elle a été prise en même temps que 2 autres personnes qui ont été par la suite relâchées. Donc, l'un a été soupçonné d'avoir facilité le départ parce que quand Issa Kaba va venir, il va loger quelque part ensuite. À moto, il va donc quitter le pays en passant par Sigiri pour rejoindre Bamako. Mais il y avait déjà des agents de la direction nationale des informations économiques financières et donc de narcotiques également. Il y a des agents de cette direction qui est logée du côté des services spéciaux de Tchébro qui étaient déjà sur les traces de Issa Kaba, qui vont d'enquête en enquête
retrouver ses traces du côté de Kankan, mais entre-temps, il va quitter le pays. Mais ils vont se rendre au Mali, avec bien entendu la coopération qui existe entre nos deux pays. Ils vont pouvoir le localiser dans un hôtel, et avec l'appui de la sécurité d'État, ils vont mettre main sur Issa Kaba. Issa Kaba donc sera pris, et j'apprends que le chef de l'État aurait échangé avec les autorités de la transition du Mali. Donc, pas moins de 7 commandos seront mis à la disposition de l'équipe en place pour ramener Issa Kaba par la voie terrestre à Conakry. Donc, les agents d'ailleurs se sont retournés et ils ont été remerciés par le président de la République. Ils se sont retournés, donc ils ont mis à la disposition de la Guinée le nommé Issa Kaba qui est en train d'être entendu. Voyez-vous, quelqu'un qui avait déjà quitté le pays, ils ont pu mener une enquête sérieuse. Je parle donc des services spéciaux. Ils ont mis la main sur Issa Kaba au-delà de nos frontières nationales. Oui. S'il y avait une véritable volonté d'enquêter pour ceux qui avaient l'enquête première, parce que les colis ont été déposés du côté de la DPJ, s'il y avait une volonté réelle, ils auraient pu mettre la main à temps sur les 2 expatriés. Il l'a dit ce matin, voilà, Jacques Lewalé. sur les 2 expatriés. Mais absolument rien n'a été fait. Donc, à retenir que sur les 19 sacs de cocaïne déclarés par la BAC 10, seulement 9 sacs contenant 177 plaquettes ont été rendus, dont 145 vraies plaquettes et 32 fausses plaquettes qui contiennent donc de la farine. Mais selon Issa Kaba, il y aurait eu 21 sacs de cocaïne dans la cour contenant 25 plaquettes de cocaïne, donc soit un total de 525 plaquettes. Incroyable. Ce qui signifie que sur la base de cette information, qu'il y a dans la nature 12 sacs de cocaïne à retrouver, soit 300 plaquettes de coke. Donc, je trouve que il faudrait que l'opinion comprenne que ce n'est pas une chasse aux sorcières. La commission rogatoire entend réunir les preuves, ils vont transmettre tout ça à un juge. Le bout du rouleau dans cette histoire, c'est quoi? C'est la justice. C'est la justice. C'est pourquoi il faudrait que la justice, j'ai confiance quand même au ministre actuel de la justice, pour des questions pareilles, je sais qu'il ne peut pas badiner, parce que le bout du rouleau, c'est là-bas. Les policiers, les commissions rogatoires ne condamnent pas, ne jugent pas. Après, le travail qui va être fait par les juges, c'est ce travail qui peut remettre en cause tous les efforts qui ont été fournis, les risques qui ont été pris. Et puis, il faudrait que l'on comprenne que personne n'est au-dessus de la loi. Thiegro, quel que soit ce qu'on lui reproche, au temps du CND, lorsqu'il a mis main sur certains individus suspectés d'être dans la cocaïne, Thiegro a été cité à la barre, il est passé à la barre, en dépit de ses grades. Il ne s'est pas soustrait de la justice. Donc je trouve que ça doit servir d'exemple pour que tous ceux qui vont être appelés à se présenter, à répondre à des questions dans ce dossier-là, puissent le faire. C'est l'image du pays. En espérant évidemment que ça va tomber dans des bonnes oreilles. Je comprends très bien, mon cher Moussa. Le fait pour le président d'avoir donné des instructions, par exemple, parce que j'apprends que c'est lui qui aurait donné des instructions pour que le DCPJ vienne et qu'il soit entendu par la commission rogatoire, je trouve que s'il y a une surveillance de près, il ne se substitue pas à la justice, mais si on suit de près cette histoire, ça pourrait permettre à la Guinée de se laver complètement de tout soupçon et de ne pas être taxé d'état narco. Enquête à suivre, évidemment, dans cette émission, les GG. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Voilà, sur Radio Espace Avenir, évidemment, on va s'intéresser à l'actualité. Le directeur de la météo nous rejoindra dans ce studio un peu plus tard. Et puis nous irons aussi du côté de Nzérékoré ce matin. Mon ami, on a écouté Moussa Moïse ici, là, avec cette enquête. On a écouté Moussa Moïse. C'est juste incroyable. C'est pour dire à quel point, comme le disait un auditeur, ça ressemble à un film que Hollywood pourrait bien exploiter. C'est vous dire à quel point que quand il y a une volonté, on peut essayer vraiment de filer les gens un peu partout dans le monde où qu'ils se trouvent. Parce que ce monsieur qui avait quand même réussi à s'en aller, on a des agents qui sont formés pour ça, pour pouvoir repérer les gens et aller les chercher jusque dans leur dernier retranchement. Vous vous souvenez, on a parlé d'un cas de viol, un consul canadien ici qui avait commis un cas de viol sur une fille de 12 ans. On a permis à cette personne de s'en aller et jamais on a réussi à le ramener ici, même malgré la condamnation après, ça n'a servi à rien, la petite n'a jamais été rétablie dans ses droits. Quand l'État a la volonté d'aller jusqu'au bout dans une affaire, je pense que c'est possible de le faire. Et donner une bonne image de la Guinée aujourd'hui, c'est bien possible parce qu'on voit la volonté là.
la chose elle est entamée malgré toutes les tentatives de corruption qu'il y a eu autour. Jusqu'à présent, pour l'instant, on suppose qu'on peut aller jusqu'au bout et on l'espère. J'espère qu'à travers un mandat d'arrêt, je ne sais pas comment ça va se passer avec ces expatriés surtout qui ont réussi à prendre la poudre d'escampette. Est-ce que ça s'est fait avec... La question ne mérite même pas d'être posée. Ça s'est fait avec une certaine complicité, avec des gens qui ont permis à ces personnes de s'enfuir. Ces personnes devraient répondre. Il faudrait que en tout cas, ce dossier soit élucidé. On aille jusqu'au bout pour redorer l'image de la Guinée. Parce que à un moment donné, c'était pas une belle image du tout. Du temps du capitaine Dadis avec le colonel Tchegboro. C'est Dadis Show qu'on voyait à l'époque. Il ne faudrait pas qu'on retombe là-dedans. Justement, ça ressemble un petit peu à fin de règne de compter à l'époque. Allez-y. Vous savez, le phénomène de drogue prospère là où il y a la corruption. Dans les pays où la gouvernance n'est pas rigoureuse, où l'État ne veille pas sur un certain nombre de principes, ça prospère véritablement. En Guinée-Bissau, lorsqu'on en parlait dans les années 2000, c'est parce qu'il y avait une instabilité terrible, ce qui faisait que les narcos trouvaient, n'est-ce pas, des complices au sein même de l'État, au sein même des politiques. Voilà, c'est la même chose qui nous a guetté les années qui ont suivi et ce qui a perduré jusqu'à la mort du général Conté. Il y a aussi un autre phénomène, Moïse l'a dit la dernière fois dans la présentation de son enquête, que la Guinée ne serait pas seulement, ou l'Afrique ne serait pas seulement consommateur de la drogue, on serait producteur aussi. Parce que la cocaïne, c'est plutôt d'origine végétale, mais il y a aujourd'hui des drogues synthétisées qui seraient fabriqués sur le sol africain. Et il y a l'ENACT. L'ENACT, c'est un programme international de lutte contre le crime organisé transnational qui a fait des alertes, qui vient de faire des alertes. Il parle notamment de deux faits qui se sont opérés les dernières années. Au Nigeria, on parle d'abord de la modification du nom de tramadol. Vous savez, le tramadol a été considéré comme un stupéfiant. Alors, les producteurs ont changé de nom pour nommer désormais tafradol. Ça, c'est pour introduire facilement dans le marché et puis pour pouvoir, n'est-ce pas, faire circuler ça. On a parlé également des méthamphétamines. Ça, ce sont des produits généralement utilisés par des gens qui font des travaux pénibles et donc ils les prennent pour lutter contre la douleur. Mais ça aussi, c'est considéré comme une drogue synthétisée. Et donc, moi, c'est ce qui m'a intéressé parce qu'on a dit qu'il y a au moins 12 laboratoires de production de méthamphétamine au Nigeria et on soupçonne avoir retrouvé en Guinée un laboratoire de production de méthamphétamine. À Conakry ou à l'intérieur du pays? À Conakry. C'est une information de toutes les façons qui doit être encore vérifiée, mais ce qu'on dit dans le rapport, ce serait en 2009 que l'équipe de Tchegboro avait découvert un laboratoire quelque part à Conakry. C'est pas Agbessia au hasard? Mais les enquêteurs... À Koleya. Donc, mais les enquêteurs ne sont... Voilà, mais il était question de faire venir des experts internationaux pour vérifier d'abord les origines, les éléments qu'on utilise, n'est-ce pas, pour faire de ces méthamphétamines et puis sous quelle forme on peut les rencontrer sur le marché. Parce que c'est dans les marchés parallèles des médicaments là qu'on les retrouve. Ça, c'est de la drogue que vous prenez sans savoir que vous êtes en train de prendre la drogue, parce que vous prenez parce que vous avez des douleurs, mais en réalité vous êtes en train de vous droguer. Des grandes gueules. Donc c'est une question aussi qui doit intéresser notre État. Il y a de la cocaïne, ça c'est connu déjà, mais il y a également des produits aujourd'hui sur le marché guinéen qui seraient aussi de la drogue qui circule. Se doper, entre autres, allez-y. Oui, cette question, l'enquête, je crois, quand elle s'ouvre, Moussa Moïse est plus ancré là-dedans, mais ça n'empêche pas qu'on s'intéresse à d'autres aspects liés à tous ces circuits. Il y a le cas spécifique de Mamadi Kaba qui intéresse, parce qu'aujourd'hui, on trouve un peu que Mamadi Kaba se serait retrouvé à un mauvais endroit et au mauvais moment. Mamadi Kaba, c'est bien... Non, Mamadi Kaba n'a pas fui, c'est plutôt Issa Kaba qui a... C'est son frère Issa qui a fui. Mamadi Kaba est resté parce que de ce qu'on a pu avoir comme élément, il ne se reprocherait rien.
Et il s'est dit qu'il n'a pas besoin de fuir, de quitter le pays. Il est resté, il a continué ses activités jusqu'à ce qu'il soit arrêté. C'est vrai qu'il est à l'origine propriétaire de ce navire dont on parle, qui servirait à ces blancs de s'introduire dans cette maison dont il a même connaissance également, il faut le dire. Mais derrière, la question qu'on peut bien aujourd'hui se poser, Mamadi Kaba, il est certes arrêté, il est à la maison centrale, il est détenu là. On a réussi à filer Issa Kaba, qui est le frère de Mamadi Kaba, dont on ne peut pas aujourd'hui occulter une petite responsabilité dans tout cela. Mais on a réussi à filer Issa Kaba jusqu'à le ramener au pays. Et il faut bien se poser la question, pourquoi on a réussi avec Issa Kaba et pas avec les Blancs? Oui. Parce que d'autres éléments nous disent que les négociations se sont poursuivies, jusque dans la cour du ministère de la Sécurité, de 30 000 $ dont on parlait. Et il y avait un officier avec qui Issa Kaba aurait discuté, qui aurait promis à Issa Kaba, s'il donnait les 100 000 $, s'il arrivait à donner 100 000 $, même la marchandise en grande partie pouvait être restituée. Voilà un peu la discussion qui s'est transportée depuis Lambagny, comme Moussa le disait, jusque dans la cour même du ministère de la Sécurité. Incroyable. Le débat était là. C'est parce que sur coup, les 100 000 $ n'ont pas pu être obtenus à ce niveau qu'il y a eu tout cela. Mais c'est le cas, comme je le disais, c'est le cas Mamadi Kaba aujourd'hui qu'il faut davantage étudier. Parce qu'on a des éléments qui disent que Mamadi Kaba ne serait en rien lié à un quelconque trafic de cocaïne, mais c'est qu'il a eu certainement la mauvaise chance d'être au mauvais endroit et au mauvais moment. Voilà. Merci beaucoup Daouda. Allez-y, mon cher ami. Et c'est ce qu'on appelle rocambolesque. Les ripoux prennent le pouvoir, c'est incroyable. C'est une histoire de pied nickelé en fait. C'est incroyable cette histoire. Moi, je constate une chose. Il faut quand même. Bon, l'enquête encore une fois de Moussa Moïse est extraordinaire, mais imaginez que vous mettez des sommes aussi importantes. On parle de 30 000 $, de 100 000 $. Je te le jure, on extrait 10 000 $. Non, mais devant des garçons, devant des jeunes officiers de police qui ne gagnent que entre 1, 2, 3 millions. Les grandes gueules. Donc déjà, c'est des sommes pour eux, ça. Je suppose qu'ils préfèrent faire 10 ans de prison et mettre sa famille à l'abri. Non, mais c'est une réalité. Je n'ai pas dit que c'est pas une réalité. Ensuite, il y a effectivement un problème. Bon, la DPJ, tu en as parlé, tu as parlé du numéro 2, et c'est là où il faut qu'on apprenne. Le numéro 2 de la DPJ est un vieux de la vieille. C'est les flics à l'ancienne qui ont effectivement à cœur de défendre l'honneur de la police, parce qu'il y a aussi un de la police nationale qui s'est présenté plus tôt. Exact. Voilà. Ah d'accord, donc c'est le numéro 2. Bon bref, donc il y a aussi un esprit de corps, parce que l'institution de la police est touchée dans sa chair, parce qu'on est en train d'extirper des ripoux de la police, d'accord? Alors, il y a malheureusement une nébuleuse mafieuse dans tous les pays du monde. Tu en as parlé tout à l'heure, Jacques, la méthamphétamine, des drogues synthétiques, etc. Et c'est vrai que la Guinée, et pour une fois, je vais du côté de Moussa Moïse, la Guinée aurait tout à gagner à faire la lumière et à laisser justice se faire sur cette histoire de drogue, parce que ça, c'est une tâche sur l'emblème national, et il faut absolument que la justice aille jusqu'au bout et qu'elle innocente les innocents et qu'elle punisse sévèrement les coupables. Surtout quand on voit le président déterminé quand même. Je pense qu'il est déterminé. Bien, on verra bien. Voilà, vous restez avec nous sur Radio Espace. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.
tous les matins, vous nous écoutez également du côté de Farana sur Bamboo FM. Merci à toutes ces radios partenaires, évidemment. Sola Média diffuse cette émission via Facebook, entre autres, aussi sur Twitter, Conakry et plusieurs capitales ouest-africaines donc sont sous un ciel sombre depuis samedi, vous l'avez remarqué. Probablement une envolée de poussière. Des explications en tout cas déjà fournies semblent proches les unes des autres. Au Sénégal, on parle d'une pollution de l'air d'origine anthropique. Oui, les premières déclarations en tout cas du service météorologique guinéen évoquent une brune sèche qui marque donc le passage de la période humide à celle sèche dans les pays désertiques comme le Mali entre autres. Le transport aérien donc a été perturbé le week-end. Attention, l'ambassade des États-Unis en Guinée publie donc depuis samedi des données sur la qualité de l'air. Elle parle d'un niveau de pollution extrêmement élevé, ce qui serait dangereux évidemment pour la santé. Pour comprendre donc le phénomène, nous avons dans cette émission ce matin Dr Mamadou Lamine Baldé, directeur général de la météorologie, qui va nous rejoindre évidemment d'une minute à l'autre dans ce studio. Attention à la marche, oui, voilà. Nous restons avec vous. On parle météo aussi dans cette émission, mesdames et messieurs. L'épidémie d'Ebola donc en Guinée. Sommes-nous en train de vivre les mêmes réalités qu'en 2014 au sud de la Guinée? Alors qu'on attend donc toujours les vaccins et une prise en charge réelle des cas à Gouaké, les citoyens ne croient pas à la présence de la maladie. Notre équipe d'Espace Forêt évidemment est allée faire le constat. Fassili Konaté, nous allons le joindre évidemment un peu plus tard dans cette émission. Les GG sur Radio Espace Guinée. Madame Hiro, nous avons donc notre premier invité évidemment dans ce studio qui n'est autre que monsieur Dr Mohamed Lamine Baldé. Bonjour. Bonjour, docteur Ba. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Alors, comme Lamine le disait tantôt, on a observé quand même une sorte de brume ces derniers temps. Bas ou bas, Baldé? Il est bas. Il est bas. Bon, ok. On peut accepter Baldé aussi. Après, c'est proche. C'est un peu différent. Il y a un Baldé en bas. Ouais. Alors, dites-nous, comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui se passe, cette brume qui réduit la visibilité, mais en même temps, on a l'impression qu'on respire sec. Ok, je vous remercie beaucoup. D'abord, l'espace météorologique est là et l'espace de 99.6 FM maintenant est là. Donc, il faudrait que maintenant, le problème est partagé. Ouais. C'est-à-dire, vous allez nous dire quelle est votre position par rapport à ce phénomène et nous aussi, on va vous dire comment il est perçu du côté météorologique. Du côté météorologique, c'est une poussière qui nous vient de loin. Ok. Donc, comme vous savez, nous sommes en période d'hiver, dans l'hémisphère nord. Donc, maintenant, en période d'hiver, il y a beaucoup d'activités, d'intenses phénomènes météorologiques qui se forment. Donc, d'habitude, vous avez toujours en géographie entendu parler des centres, les centres de pression des Canaries, parce que là où pratiquement vous avez les 365 jours de soleil. Oui, tout à fait. Oui. Donc, cela est dû au fait que là, il y a des zones de haute pression. C'est des zones de haute pression qui sont permanentes, maintenant, qui régulent la circulation de l'air dans nos régions. Donc, de l'autre côté, en hiver, maintenant, il y a des centres de pression maintenant qui se forment à l'occasion. Maintenant, ça, c'est généralement au-dessus du Sahara, nous les appelons les centres baryques libyens. Donc, l'interaction entre ces différents centres, c'est-à-dire ce sont eux qui régulent la circulation atmosphérique au niveau de nos régions en général. Donc, maintenant, il arrive des fois où, maintenant, qui occasionne la formation de tempêtes de poussière. Ces tempêtes de poussière, maintenant, qui sont soulevées et qui sont transportées vers les régions du sud avec l'harmattan. Ok, et ça part de la Mauritanie. Oui, au-delà de la Mauritanie même. Maintenant, avec l'harmattan, nous sommes habitués dans la partie nord de la Guinée, il y a des régions de Sigiri jusque vers le Koundara et ils observent ces phénomènes. Donc au Niger, vous en avez entendu parler, il y a des murs de sable qui se déplacent et parfois même qui font des destructions au niveau de certains villages. Mais nous, c'est de façon très rare que l'harmattan arrive au niveau de nos pays. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de pollution de l'air? Oui, mais lorsque la pollution de l'air, là, ça c'est évident, c'est-à-dire lorsque vous ne voyez pas à plus de 500 mètres au-delà de vous, c'est la pollution, c'est-à-dire qu'il y a
des aérosols, des suspensions, des particules qui sont dans l'air. La concentration qui est très élevée. Maintenant, c'est là l'interaction de ces particules avec les rayons solaires font que maintenant vous ne pouvez pas voir loin. C'est-à-dire vous avez Monsieur Ba, il y a les climato-sceptiques et puis il y a ceux qui pensent que le phénomène va s'accentuer dû au changement climatique. D'accord ? À votre avis, que faut-il faire pour que, justement, cet effet de l'harmattan, l'air, la poussière qui arrive, parce que qui obstrue quand même nos bronches, qui fait du mal aux enfants qui sont asthmatiques, que faut-il faire pour réduire ces phénomènes-là aujourd'hui, que ce soit dans la sous-région et particulièrement en Guinée ? Non, moi, je voulais quand même savoir, Lamine, si c'est lié à l'action de l'homme à un certain moment donné, ou bien si c'est lié à la dégradation de l'environnement due à l'action de l'homme. Oui, c'est exact, c'est ça. Ouais. Oui, vous savez, le changement climatique, on a dit que c'est toute modification du climat occasionnée par les hommes. L'intervention de l'homme. L'intervention de l'homme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, maintenant que ce soit en géographie ou bien maintenant dans d'autres domaines scientifiques, on a estimé que le climat était statique, il ne variait pas. Oui. Alors qu'en géographie, on vous dit que la composition de l'air est composé de liquide, de l'oxygène et de l'azote et des gaz rares. Ce sont ces gaz rares-là, ces particules, ces gaz rares-là qu'on a minimisés, maintenant qu'on a amplifiés et qui sont devenus si importantes qu'ils modifient maintenant la répartition des paramètres météorologiques. Et est-ce que c'est dû au trou qu'il y a dans la couche d'ozone ? Le trou de la couche d'ozone, c'est pratiquement lorsque la couche d'ozone a toujours existé. Mais maintenant, nous avons envoyé des gaz maintenant qui interagissent avec l'ozone. L'ozone, c'est un composé chimique maintenant qui nous protège, réagit avec le fluor et maintenant qui fait en sorte que au niveau sa concentration maximale c'est au niveau de 22 km au-dessus de nos têtes. Donc maintenant la couche d'ozone est considérée comme un filtre. Oui, c'est ça qui nous protège les rayons solaires maintenant se composent de différentes longueurs d'onde et puis maintenant les longueurs les plus nocives pour nous c'est les ultraviolets. Alors maintenant l'ozone est là pour pouvoir filtrer ça. Si nous arrivons maintenant à le détruire ou en tout cas à l'affaiblir, donc il va avoir cet affaiblissement peut avoir un impact sur la survie de l'espèce humaine. Santé, généralement sur les yeux et puis maintenant sur la peau et tout ça. Sur les cancers de la peau, etc. Je profite pour dire que malheureusement, il y a avec la dépigmentation, maintenant vous favorisez maintenant la pénétration de ces rayons ultraviolets. Alors, un exemple, je vais vous donner. Lorsque vous allez chez le soudeur, maintenant, vous voyez le masque qu'il utilise. Parce que lorsqu'il veut souder, il provoque des étincelles. Maintenant, vous avez une lumière très vive maintenant, que c'est cette lumière-là qui lui permet de faire fondre la ferraille et tout ça. Là. Mais si déjà, nous essayons maintenant de détruire cette couche d'ozone, maintenant, on va s'attendre vraiment à des conséquences. Bien. Docteur Mohamed Lamine Ba, directeur général de la météorologie. On va essayer de se plonger un petit peu en ce qui concerne les prévisions. Ça va durer combien de temps ? Demain, toute la semaine, qu'est-ce qui va se passer ? Vous savez, chez nous, même dans nos villages, nos paysans, nos parents disent que plus le vent est fort, plus il passe vite. Donc, en principe, il devait passer vite. Mais lorsque vous regardez à travers vos fenêtres... Oui, c'est toujours là. On le voit à l'instant à la télé. Parce que depuis samedi, c'est là. C'est un phénomène stagnant. Ce phénomène stagnant est dû à quoi ? C'est ce que je vous ai dit qu'il y a maintenant... Mais ça va continuer toute la semaine ou pas du tout en ce qui concerne les prévisions ? On souhaite quand même que ça ne continue pas toute cette semaine. Parce que... Mais est-ce que... C'est vrai, vous dites qu'on ne le souhaite pas. Nul ne peut le souhaiter. Mais scientifiquement... La météo devrait... Est-ce que vous êtes en train de travailler aujourd'hui techniquement? Voilà, quelle prévision vous avez sur sa durée? On a estimé qu'à 12 heures aujourd'hui qu'il y aura une amélioration. Mais maintenant, l'indicateur de ce phénomène que nous avons à notre niveau, c'est la visibilité. C'est-à-dire c'est la distance maximale à laquelle un individu qui a des yeux normaux peut distinguer un objet maintenant qui est projeté sur un fond blanc. Ou bien on se dit... Maintenant, laissez-moi terminer. Allez-y, monsieur Ba. Allez-y, oui, c'est la première fois. Tellement passionnant. Allez-y. Passionnant. C'est que nous sommes en train de voir les grandes gueules et de 500 mètres ce matin. Alors, mais les conséquences économiques, c'est que pour la circulation aérienne,
maintenant, chaque type d'avion maintenant a ses minima, c'est-à-dire la distance à laquelle le pilote peut exploiter son aéronef. Donc, maintenant, actuellement, la visibilité avait baissé vers les 7h, 8h jusqu'à 400 mètres. Alors donc, cela a occasionné vraiment, en tout cas... Le trafic peut reprendre maintenant. Le trafic va reprendre parce que, comme je vous ai dit, il y aura... Va reprendre aujourd'hui? Aujourd'hui. Ou bien vous n'êtes pas certain? Vous savez, pour le trafic, le problème, c'est-à-dire le matin, vous envoyez des messages, vous envoyez ce que vous estimez pouvoir prévaloir au cours de la journée et les gens se préparent conséquemment. Bien. Allez-y, Ahmed, dernière question. Deux questions, s'il vous plaît. Première question, quel est le poids que vous, en tant que météorologue, parce que vous êtes docteur, vous avez sur cette histoire justement de climat qui nous gêne tant? Parce qu'il y a quand même une avancée du désert. Ça aussi, c'est dû à ça. Et la deuxième question, quel est le conseil que vous donneriez à nos auditeurs pour qu'ils puissent se prémunir face à ces sables fins qui obstruent nos voies respiratoires? Voilà, c'est les deux questions. Je vous remercie beaucoup. C'est-à-dire que le climat, c'est-à-dire la responsabilité du climat actuel maintenant est partagée. Que ce soit vous et moi, chacun de nous a son impact sur le climat. Donc, maintenant, nous avons toujours parlé de désertification. C'est-à-dire la désertification signifie quoi? C'est-à-dire c'est l'avancée du désert. Mais si, par exemple, vous êtes à la lisière du Sahel, maintenant, on continue maintenant soit à brûler maintenant le paysage, à détruire la forêt. Il va sans dire que le sol sera nu. Et puis maintenant, nous allons nous retrouver dans une zone complètement déboisée, sèche. Et puis finalement, c'est la poussière. Lorsqu'il y a un petit vent, maintenant, c'est ce que nous appelons érosion éolienne. Là, le plus souvent, lorsqu'on descend vers la forêt, on dit que maintenant, avant c'était une forêt vraiment vierge, maintenant dense, vraiment où il y avait toutes sortes de mythes. Et maintenant, après avoir détruit cette forêt, maintenant c'est le paysage, c'est la savane, et après la savanisation, maintenant c'est la destruction. Le conseil que nous devons donner, c'est-à-dire que chacun de nous, vous êtes venu à un véhicule. Maintenant, combien de litres ou de centilitres de carburant vous avez brûlé à partir de chez vous pour arriver ici? Donc, il faut vous dire qu'il faut se donner un objectif. C'est-à-dire que maintenant, pour pouvoir vraiment prémunir, protéger l'environnement, il faudrait que désormais, au lieu d'utiliser maintenant une 4x4 qui va brûler 5 litres, maintenant, il faut que je prenne peut-être une Babi qui va me faire 2 litres au 100, maintenant, et choses. Ou à la rigueur, maintenant, je fasse mes 300 mètres. On nous a dit de marcher chaque jour maintenant une certaine distance pour pouvoir non seulement assurer sa santé, mais aussi pour protéger notre environnement. Bien. Docteur Ba, merci beaucoup d'être passé chez les Grandes Gueules ce matin. Non, je vous remercie beaucoup, mais malheureusement, vous savez, la météo n'a pas de grande gueule parce qu'on n'ose pas gueuler. Mais l'espace que vous avez, il faudrait que vous dites que la première des choses, c'est vous qui êtes l'espace. C'est-à-dire, maintenant, on délimite. Il y a l'espace terrestre, l'espace extraterrestre. Vous allez nous donner maintenant où est-ce que vous vous situez. Parce que si c'est l'espace dans lequel maintenant se propagent vos ondes électromagnétiques. Maintenant, pour communiquer avec vos auditeurs. Maintenant, sinon, on risque de vous poursuivre. Mais il faut pour ça qu'on ait un bon avocat. Docteur, je vous donne mon cas. Moi, je vous donne mon cas personnel. Je suis considéré comme un extraterrestre ici. Ouais, c'est ça. Oui, les extraterrestres, parce que lorsque vous voyez de la brume, tout le monde maintenant se dit, est-ce que maintenant c'est à cause de l'extraction des minéraux ou bien maintenant c'est la route? Ça n'a rien à voir, parce que le phénomène que nous vivons, il va des côtes brésiliennes jusqu'en Scandinavie. Bien. Jusqu'en Scandinavie. Donc c'est un phénomène qui dépasse largement les dimensions de la Guinée. Maintenant, on vous dit merci. Ok, maintenant on vous remercie d'un côté. 9h sur Radio Espace Guinée. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les Grandes Gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Tous
les matins également, évidemment, sur Radio Espace, sur Espace TV, mesdames et messieurs. Dans un instant, nous partons dans le sud du pays. Oui, l'épidémie d'Ebola en Guinée. Sommes-nous en train de vivre les mêmes réalités qu'en 2014 au sud de la Guinée, alors qu'on attend toujours les vaccins et une prise en charge réelle des cas? À Gouaké, les citoyens ne croient pas à la présence, si vous voulez, en tout cas, de la maladie. Notre équipe d'Espace Forêt a été donc faire le constat. Dans un instant, nous allons joindre, si vous le voulez bien, Mohamed Diaby, Fasseli Konaté qui va intervenir dans un instant. Le temps pour la régie. Oui, Fasseli qui nous a l'habillé là. Ok, non, mais voilà, il n'y a pas de problème. Fasseli est là. Fasseli, bonjour. Bonjour, bienvenue, Fasseli Konaté, allez-y, mon cher. Alors, vous avez été hier à Gouaké, comme la dernière fois d'ailleurs, pour faire le constat. Les premières informations qui remontent, c'est que les activités se déroulent comme d'habitude, les gens ne veulent pas se soumettre. Oui, il faut dire que depuis d'abord le 13 février 2021, c'est la date de notification du premier cas confirmé d'Ebola en Guinée, précisément en Zérékoré et à Gouaké. Et sur le terrain, alors il y a des activités qui sont menées par les autorités sanitaires. Je vais parler de la direction régionale de la santé, mais également la direction préfectorale, appuyée donc par des partenaires qui évoluent sur le terrain. Plusieurs activités ont été menées, notamment des campagnes de sensibilisation à travers les agents et acteurs communautaires, et notamment aussi dans les médias. Il y a eu aussi des vivres qui ont été au contact, puisqu'ils sont dans leur concession à la maison. Mais la réalité sur le terrain, c'est tout autre. J'avais parlé tout à l'heure de ces mesures données donc par le chef de l'État, il faut le rappeler. Le 15 février, il y a eu cette décision qui est sortie. Et parmi donc ces mesures, il y a l'interdiction des regroupements de plus de 5 personnes. Et cela, que ce soit en Zérékoré-Ville, mais également du côté de Gouaké. Il y a eu également l'interdiction du marché hebdomadaire de Gouaké et d'autres mesures de ce genre, comme l'interdiction des cérémonies traditionnelles et religieuses. Mais sur le terrain, le constat est tout autre. Le samedi, par exemple, nous étions du côté de Gouaké, c'est dans le cadre de la réalisation de séries de reportages pour notre média. Alors, le marché hebdomadaire, ça puisse se tenir, même s'il faut le préciser, ce n'était pas au rythme habituel. Nous avons pu rencontrer des gens qui sont venus de Zérékoré, mais également d'autres préfectures environnantes, comme Pays-Là, mais également du côté de Kiréwani. Et il n'y avait pas eu de déploiement de forces de sécurité, peut-être pour empêcher la tenue de ce marché hebdomadaire, comme indiqué donc dans la décision du chef de l'État. On a rencontré le sous-préfet pour savoir qu'est-ce qui expliquerait cela. Ouais. Il nous a fait comprendre que les gens qui sont venus, c'est des gens qui sont venus d'autres préfectures comme Kankan, Kiréwani, Beila, et qui n'avaient pas forcément l'information. Autre chose sur le terrain, c'est qu'à Gouaké, la quasi-totalité de la population ne croit pas du tout à l'existence de la maladie. En tout cas, tous les citoyens que nous avons rencontrés ont dit que cette maladie, que ce n'était pas une réalité. Il y a un citoyen même qui nous a dit que c'était une façon pour le gouvernement de chercher de l'argent auprès des partenaires. Et donc, c'est des propos comme ça qui revenaient, sans oublier également les menaces, parce que nous avons suivi des menaces. C'était en face du siège de la sous-préfecture. Il y a ce jeune, parce qu'on était une équipe de journalistes, qui était du côté de Gouaké. Ils ont vu, ils disent, bon, écoute, les gens là, tant qu'on ne fait pas comme ceux de Womé, c'est-à-dire en tuant, ils ne vont pas arrêter de venir chez nous avec cette histoire de Ebola. C'est pour dire donc qu'il y a une réticence de ce côté, et il y a quand même des activités de sensibilisation, comme je le disais tantôt, qui sont en train d'être menées parce que les autorités ont décidé d'impliquer les fils de la localité. Il y a eu une rencontre il y a quelques jours
entre monsieur le préfet et les ressortissants, les 6 ressortissants de Gouéké, voir comment est-ce qu'il faut aller sensibiliser. Il y a le ministre de la Santé également, Rémi Laban, qui est rentré hier et qui s'est dirigé à Gouéké pour sensibiliser ses parents. Il y a autre chose, c'est que même à Zérékoré, c'est la même situation qui se pose. Et la décision du président, par exemple, on a parlé, il y a une mesure d'interdiction des cérémonies religieuses et traditionnelles que personne n'arrive à comprendre parce qu'on a tenté d'aborder les autorités religieuses qui elles-mêmes ne comprennent pas. Est-ce qu'interdire les activités religieuses, ça veut dire qu'il faut fermer encore, refermer les mosquées, ou alors est-ce qu'il faut interdire les prières de vendredi? Donc il n'y a aucune précision autour de cette mesure spécifique. Bien. Fassili Konaté, directeur régional d'Espace Forêt. Merci beaucoup, Fassili. En tout cas, on va revenir longuement sur cette actualité dans nos éditions d'information. Allez, pour clore, pense vite fait. On n'a qu'une minute. Oui, une question que j'ai voulu poser à Fassili, parce que quand le sous-préfet dit que les camions qui sont arrivés sont venus des cancans de Bela et autres, est-ce que en vous rendant à Gouéké, vous avez vu... Fassili est parti. Ah, Fassili est parti, voilà. Ma question, c'était bien de savoir, parce qu'on nous a dit qu'il y a déjà des barrages pour contrôler les sorties et rentrées à Gouéké. Comment les camions ont pu quitter Cancan, Bela et autres pour arriver à Gouéké? Ça veut dire que les barrages, s'ils sont annoncés, ils n'existent pas. Voilà, allez-y Ahmed. Moi, ce qui me fascine et qui me fait peur, c'est que malgré les 11 000 morts de 2014, on continue, ou 3 000 morts, je ne sais plus, bref. Pour la Guinée, 3 000. Oui, 3 000 pour la Guinée, mais dans la sous-région, bref, on continue à ne pas croire à cette maladie. Ça, c'est terrible. Voilà, terrible. Allez-y, mon cher je voudrais quand même que l'on comprenne que le focus peut être mis sur Gouéké pour identifier le patient ou la patiente zéro, mais il faut aller au-delà de Gouéké maintenant. La maladie, elle a quitté Gouéké. Un cas du côté de Cancan. Donc je pense que à temps, on aurait pu mettre une sorte de cerclage du côté de Zérékoré. Ça aurait pu permettre de filtrer. Mais là où on parle d'un cas signalé à Cancan et au-delà de... Je pense que là, ça devient très inquiétant. Il va falloir maintenant des mesures de riposte plus accrues. Mais Gouéké, il n'y a plus besoin de fermer quoi que ce soit là-bas. Parce que Ebola s'est enfui. Merci beaucoup. Mais il faut sensibiliser. La présence du ministre, je pense qu'elle est très importante. Il faut continuer à sensibiliser, à amener les populations à comprendre que c'est une triste réalité. Elle est là parmi nous et que ça pourrait être compliqué si on ne réussit pas, si on n'accepte pas cette réalité-là. Voilà, allez, 15 secondes, Jacques. Pardon. Il faut dire que tout ceci était prévisible parce que quand on a connu Ouémé et on a connu les réticences du côté de Forécaria et puis on est sorti de l'épidémie, après le mécanisme mis en place par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire ne semble pas bien fonctionner parce que moi, c'est là-bas je m'appuie. Lorsqu'il y a des gens qui développent des maladies avec des signes similaires à Ebola, on dit bon, il faut d'abord essayer dans les cliniques et dans les hôpitaux avant de s'assurer. C'est compliqué. Voilà, Jacques Liwa Leno. Merci à vous tous à l'international. Voilà, les écrans sont tellement programmés là-dessus, voilà, parce que l'heure c'est l'heure. Merci à Mohamed Diaby qui a réalisé l'émission, à Cabinet Condé à la régie, à l'homme de nuit, à Alassane Diallo, à vous tous, mesdames et messieurs. Dans un instant sur Radio Espace, c'est la playlist évidemment. À midi, vous avez accès à votre émission foot avec l'équipe de Sega Diallo et sur Espace TV, la rediffusion de votre journal le 20h. Prenez soin de vous. À demain.